Donc, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier consacré à le paradoxe des habitudes lors du vieillissement. Donc, la façon dont ça va se dérouler, on va avoir un moment où je vais vous montrer un peu mes recherches, puis ensuite on ira sur le sol, puis on aura ensuite un moment où on va, j'espère, pouvoir échanger. Je vais mettre le timer en marche pour être sûr de ne pas dépasser mon temps. Voilà, c'est parti. Et donc, l'idée d'avoir mis en place, fondu, si je peux dire, ce contenu, c'est parce que je voulais vous partager un petit peu le fruit de mes recherches personnelles. C'est-à-dire que les habitudes, ça m'intrigue. Ça m'intrigue depuis un bon bout. Puis ça m'intrigue aussi, bon, en relation avec le vieillissement, ça m'intrigue d'autant plus que, bon, moi, je viens d'avoir 70 ans, puis je travaille avec une population qui est majoritairement 50 ans et plus. Donc, mon aîné, si je peux dire, à 85 ans. Puis, ça m'a toujours intéressé de voir, d'abord de voir, de constater les habitudes, mais aussi de me dire, mais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est une habitude? D'où ça sort? Pourquoi c'est si compliqué, les habitudes à changer? Puis pensez-y vous-même, là, quand vous avez des habitudes, est-ce que vous trouvez ça facile à changer? Donc, on va essayer de voir un petit peu plus, faire la part des choses. Il y a une petite partie théorique, puis une partie, évidemment, qu'on va faire en pratique au cours de cette heure-là. Alors, pourquoi je vous parle aujourd'hui du paradoxe? Parce que vous m'entendez bien? Faites-moi des pouces si vous m'entendez bien. Ça va? Super. Donc, pourquoi je vous parle aujourd'hui de ce paradoxe? Parce que déjà, le mot paradoxe, ça porte l'idée que, oui, donc les habitudes dans le vieillissement, c'est que c'est un paradoxe. Il y a des habitudes, on en a besoin, on est fait d'habitudes, mais aussi voir comment ces habitudes nous desservent, comment elles peuvent parfois nous enfermer. Et lorsque nous vieillissons, ben, c'est quoi le paradoxe? C'est-à-dire, ça peut être dangereux. Pensez-y, est-ce que vous-même, dans votre vie à vous, mais aussi si vous avez pris soin, par exemple, de personnes beaucoup plus âgées, de voir comment parfois c'est difficile de faire changer d'avis, de faire changer des habitudes qui pourraient pourtant être des habitudes qui seraient plus facilitantes pour la personne en question. Donc, parfois, ça peut être dangereux d'être fixé sur ces habitudes et ça rétrécit. Vous savez que, bon, moi, je suis éducatrice sabbatique depuis plusieurs, je dirais, 4 décennies, puis je suis à l'origine de vieillir-sans-rétrécir.com. Donc, l'idée de rétrécissement, ça me parle, ça m'interpelle beaucoup. Et lorsqu'on rétrécit, puis lorsqu'on est enfermé dans nos habitudes, euh, on n'est pas dans l'élan de découvrir des nouvelles choses. Et l'idée aussi que je trouve extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite dans la possibilité, la capacité de découvrir des nouvelles habitudes et d'explorer des nouvelles façons de faire. Il n'y a pas de date de péremption, je dirais, pour ça. Donc, on va voir comment ça se développe, des habitudes. C'est sûr qu'elles façonnent notre quotidien, on verra comment. Puis, ce qui m'intéressait aussi de voir, c'est comment l'éducation somatique est une option pour nous accompagner et nous permettre peut-être d'être conscient de ce qu'on fait, comment on le fait, est-ce qu'on peut le faire autrement. Donc, de voir comment l'éducation somatique nous permet finalement de nous accompagner ou d'accompagner notre clientèle à peut-être changer les habitudes. Puis c'est quoi les ingrédients qui sont un peu nécessaires. Donc, on va voir comment elles se forment, les habitudes, pourquoi elles sont parfois difficiles à changer et comment l'éducation somatique va nous aider à traverser ce paradoxe. Êtes-vous prêts, prête à explorer? Oui, super, je vois des pouces. C'est bon. Alors, donc, on va commencer par je vous ai préparé un petit PowerPoint parce que alors, je vais, un petit peu d'indulgence pour moi si je vais le partager et, euh, et voilà. Et normalement, vous devriez voir quelque chose. Oui, je pense que vous voyez. Merci. Super. Alors, OK, on va voir comment il se bouge maintenant. Parfait. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une habitude? D'abord aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que le contenu
de ce PowerPoint, de tous les ateliers seront disponibles dans peut-être à l'intérieur d'un mois sur la page YouTube du regroupement pour l'éducation somatique. Donc, vous savez que vous pourrez y retourner sur le contenu des ateliers qui vous ont le plus intéressé ou que vous avez envie de revoir ou refaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une habitude? Si on définit l'habitude, enfin, c'est une définition, c'est une habitude, c'est un comportement répété régulièrement qui tend à se produire de façon automatique et inconsciente en réponse à un contexte donné. Donc, elle repose sur un apprentissage implicite et vise à optimiser l'efficacité et la conservation de l'énergie. On va voir un petit peu plus loin comment ça se passe concrètement. Comment se forme une habitude? Une habitude se forme par un apprentissage conscient ou inconscient et qui, à un moment donné, cet apprentissage conscient va devenir automatique. Il va y avoir une action ça va se transformer d'un apprentissage conscient à une action automatique. Pensez-y, apprendre à conduire, apprendre, manger d'une certaine façon, se laver les dents, passer la brossette, ou je ne sais pas, nommons-les. Donc, chaque fois qu'il y a une nouvelle action, l'effort conscient a une forte implication dans le cortex préfrontal. Et si vous regardez le petit schéma, le cortex préfrontal, lui, se situe à l'avant. Donc, c'est là où on est attentif à ce qu'on fait, on apprend à conduire. Alors, c'est l'époque où il y avait les vitesses, 4 vitesses, c'est comment on passe, le clignotant, tous ces petits gestes qu'on apprend à découper pour apprendre finalement. Ensuite, il s'ensuit une répétition. Donc, la répétition est très importante. Il y a une création d'un schéma automatique par les ganglions de base. Et les ganglions de base, si vous regardez, donc là, on est au niveau du cortex préfrontal. Puis là, ça se situe au niveau des ganglions de la base ici, donc à une autre partie du cerveau. Donc, ensuite, s'ensuit une automatisation. Et heureusement, c'est quand même formidable d'avoir cette possibilité-là, une automatisation, c'est-à-dire que ça donne une économie d'énergie cognitive, on n'a plus à penser ce qu'on fait, et le cortex préfrontal se libère pour d'autres tâches. Donc, par exemple, vous êtes en train de conduire votre voiture, vous n'êtes pas en train de faire attention à ce que vous faites dans les gestes de la conduite, mais vous pouvez avoir une conversation ou écouter de la musique. Donc, juste voir, ça a changé de page tout seul, donc je ne sais pas pourquoi. Enfin, quel est l'impact neurologique et fonctionnel des habitudes? Sur un plan neurophysiologique, on vient de le voir, le cortex préfrontal est actif au début, puis ça délègue aux ganglions de base. Et les ganglions de base, ils stockent et automatisent les séquences d'action, marcher, écrire, conduire, et permettent d'économiser de l'énergie, de réduire l'effort cognitif. Et ça, c'est vraiment formidable d'avoir ça. Au niveau de la fonctionnalité, par exemple, on automatise des gestes, des postures, des comportements, comment on tient sa fourchette, comment on tient son couteau, comment tous les gestes de la vie quotidienne qu'on fait. Alors, mais certaines habitudes, comme je disais au début, deviennent inconscientes et peuvent être limitantes ou inadaptées. C'est ça qui nous intéresse ici aussi par rapport à l'éducation somatique. Alors, voyons. Sur le plan, quelles sont les influences psychologiques et environnementales des habitudes? Sur le plan psychologique, il y a un auteur que je trouve très intéressant, James Clear, qui a écrit Atomic Habits. En français, c'est un petit rien peut tout changer, je crois. Les habitudes sont liées à l'identité. Ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant quand j'ai lu ça parce que ça paraît évident. Mais juste de penser à quel point ces habitudes sont liées à qui on est. Notre identité est notre être répété. C'est ce que nous répétons et répétons à longueur de jours et d'années qui font que ce que l'on est. Donc, la façon dont on bouge, la façon dont on se lève le matin, la façon dont on se lave, la façon dont on a nos routines, ça conditionne évidemment qui on est. Et ça nous procure un sentiment de sécurité. Et ça, on verra, c'est d'autant plus vrai quand on vieillit. Okay?
Donc, puis il y a des facteurs environnementaux, l'influence sociale, les rituels sociaux, la culture, les stéréotypes, la mode. Puis l'environnement façonne et renforce nos habitudes, et ça depuis qu'on est né. On est constamment en interaction avec notre environnement et on apprend, et petit à petit, notre éducation, puis l'environnement dans lequel on baigne, va d'une certaine façon commencer à mettre des limites à une certaine liberté de mouvement et va nous conditionner en quelque sorte et avoir des habitudes qui vont, d'une certaine façon, nous permettre d'être adaptés aux besoins et aux désirs de l'environnement. Alors, quelle est l'utilité des habitudes? Ben, l'utilité des habitudes, c'est un gain d'efficacité et d'énergie, on l'a dit tout à l'heure, les automatismes qui permettent de ne plus réfléchir à chaque action. Et ça, c'est une bénédiction. Hein? Ça nous donne un sentiment de sécurité et de maîtrise. Les habitudes procurent une stabilité dans un monde changeant. Et on parle de changement, Dieu sait que ça change, puis ça a toujours changé, puis ça continue à changer. Ça nous donne aussi, les habitudes nous donnent le maintien des compétences. Elles garantissent une fluidité dans les gestes du quotidien. Par exemple, marcher, conduire, posture, toutes sortes de compétences. On sait, on se sent compétent, on se sent capable de faire les choses. On a une maîtrise de ce que l'on fait. Et ça nous donne un sentiment d'appartenance et d'inclusion, bien évidemment, parce que on fait partie de la gang. Puis là, c'est là qu'on voit à ce moment-là comment la culture, comment l'éducation, comment les modes peuvent rentrer en ligne de compte. Ça me rappelle une anecdote qui était quand j'accompagnais des groupes dans le désert pour faire des marches dans le désert, des marches méditatives. Puis le premier soir, on était invités chez le guide marocain. Puis on nous offrait, on était 12, 14, magnifiques couscous, super couscous sur une table. Puis on était tous ensemble autour de ce couscous. Mais il n'y avait pas d'ustensiles. Il n'y avait pas d'ustensiles parce qu'on était au Maroc, c'est comme ça qu'on mange le couscous. On le mange avec les doigts, on fait des boulettes, etc. Imaginez une gang de personnes qui viennent du Québec, là, qui sont amenées à manger le couscous de cette façon. Ce n'est pas du tout dans nos habitudes. Donc, moi, je ne me sentais pas très à l'aise. Responsable du groupe, en plus, je ne me sentais pas très à l'aise parce que, figurez-vous que j'ai fait mes tentatives les premières fois, puis ce n'était pas très joli à voir. Les boulettes n'étaient pas très belles, puis j'avais du couscous jusqu'en haut de l'épaule, pratiquement. Donc, ça vous donne une idée. Pourquoi je donne cet exemple? C'est parce que c'est vraiment d'une culture à une autre. Pour nos autres, c'est comme évident, ça faisait partie de leurs habitudes. Puis la fois suivante, l'année suivante, ben, quand on est revenu, moi, j'avais fait des progrès, mais eux aussi nous avaient donné des ustensiles. Donc, il y avait comme une rencontre entre deux cultures, entre deux habitudes. Nous, on était habitués à manger avec des fourchettes, puis eux autres, ils étaient habitués à manger leur couscous avec les mains. Donc, c'est juste un petit exemple de voir comment une habitude motrice, telle que manger, peut changer d'une culture à une autre. Si on parle d'utilité des habitudes, on parle aussi des pièges des habitudes. Si je parle du paradoxe des habitudes, c'est parce qu'il y a des pièges dans les habitudes. D'abord, les habitudes, ça donne de la rigidité et des limitations. On le voit vraiment quand on travaille avec des personnes plus âgées. Puis, moi, je peux le dire moi-même, je vais avoir 70 ans, je peux dire que dans certains cas, je peux constater pour moi-même que certaines habitudes, si j'en ai pas conscience, peuvent amener une certaine rigidité, limitation. Les automatismes sont utiles, mais peuvent devenir des carcans, empêchant l'adaptation et peuvent nous enfermer, peuvent créer des postures, des habitudes posturales et motrices très limitantes. Les habitudes peuvent être des freins au changement. C'est important, notre système nerveux a besoin d'avoir des sorties de sa zone de confort. Et ça à tout âge. Et ça ne veut pas dire de se sauter en bungee ou faire des grosses affaires. On a besoin de sortir de sa zone de confort et ça demande une intention claire et un effort cognitif et émotionnel d'avoir le désir de le faire. Puis les habitudes aussi, quand il y a une persistance des mauvaises habitudes, une habitude peut continuer à exister même lorsqu'elle ne sert plus. Et il y a une tension corporelle excessive et une posture qui peut être inadaptée. Quand je dis posture inadaptée, on ne parle pas d'une posture rigide qui serait toujours la même. C'est vraiment une posture qui n'est pas adaptée à ce qu'on a à faire.
Donc, les pièges des habitudes, vous voyez, c'est quand même important. Pourquoi vous changez de ces habitudes? Attendez une seconde. Ben, changer ses habitudes, qu'est-ce que ça apporte? D'abord, c'est se reconnecter avec le plaisir de l'exploration. Ça, c'est un plaisir hein, que souvent on a perdu. On l'avait peut-être, et j'espère, quand on était enfant. Encore, ça dépend aussi comment on a été élevé. Mais c'est un plaisir de se reconnecter avec le plaisir de l'exploration. Puis ça non plus, il n'y a pas de limite d'âge. Explorer pour rester curieux et motivé. C'est sortir du cadre habituel, ce qui va nourrir la découverte et l'apprentissage. Notre cerveau, il aime ça beaucoup, beaucoup. S'ouvrir à de nouvelles possibilités, modifier ses habitudes. C'est aussi élargir son champ d'action, puis mieux répondre aux défis du quotidien. Puis, renforcer l'estime de soi. Ça aussi, c'est se prouver qu'on peut évoluer. Et ça procure un sentiment d'accomplissement. Alors, juste que je vous... attendez. Alors, pourquoi c'est si difficile de changer une habitude? Alors, je trouvais intéressant d'apporter certains aspects à partir de certains auteurs, notamment la théorie d'un neuropsychologue canadien, Donald Hebb. Pourquoi c'est si difficile de changer une habitude? Lui, il disait que les neurones that fire together wire together. Ça veut dire les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Donc, plus une connexion neuronale est répétée, plus elle devient solide. Elle rend ainsi l'action ou le souvenir plus intuitif et facile à reproduire. Et le cerveau privilégie ce qu'il connaît et résiste à la nouveauté. Si vous regardez un petit peu, donc les habitudes, ce sont des circuits neuronaux solidés qui rendent difficile l'apprentissage de nouveaux schémas. Si vous regardez dans ce schéma-là, vous voyez des neurones, puis vous voyez des synapses, et puis il y a des liens avec d'autres neurones, puis on voit des activations. Vous voyez le petit courant là, électrique, il y a comme des activations. Puis vous voyez des synapses qui sont plus grosses que d'autres. Okay? Donc, à partir du moment où c'est plus gros, ça veut dire que ça a été activé plus souvent. Et donc, plus c'est activé, plus c'est gros. C'est un peu l'image que j'utilise des fois dans mes cours. C'est, imaginez, vous allez à Saint-Sauveur, dans le Laurentides, puis vous prenez la 15. Okay? Prenez la 15, puis toujours la 15, c'est une autoroute. Okay? Vous n'avez aucune idée, vous n'avez jamais fait attention qu'il y a d'autres routes à côté. Vous prenez la 15, puis vous êtes tellement habitué à prendre la 15 que vous faites tellement plus attention que vous êtes sur la 15 que vous ne voyez plus les panneaux. Enfin, il y a quand même quelque chose de familier, mais en même temps qui est devenu presque automatique. Puis à un moment donné, il y a une déviation, il y a des travaux, vous êtes obligé de prendre la 117, vous êtes obligé de prendre la 13, vous êtes obligé de changer votre chemin. Et du coup, votre attention va être activée. Vous allez être différent dans votre qualité d'attention et dans la façon de conduire. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe. Nos habitudes font comme des autoroutes d'information et ce qui rend difficile l'apprentissage de nouveaux schémas. Et accueillir la nouveauté implique un effort conscient puis une déconstruction progressive des anciennes connexions. Hebb, à un moment donné, il y a eu comme donné un exemple que je trouvais ça intéressant comme exemple aussi. C'est un peu comme vous êtes une gang d'amis là, qui sont habitués à être ensemble. Ils ont du fun ensemble. Puis là, le petit nouveau, la petite nouvelle qui vient d'arriver, puis qui aimerait bien se joindre à la gang, là. Mais la gang est tellement tricotée serrée qu'elle n'arrive pas à ouvrir et de laisser rentrer le petit nouveau, OK? Donc, c'est un petit peu comme, la gang serait comme les habitudes de vie, puis le petit nouveau, ce serait comme quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, une nouvelle attention, une nouvelle expérience qui a plus de difficultés, en fait, qui d'être intégrée dans l'ensemble. Alors, juste voir comment... Ah, ici. James Clear, lui, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'habitude est liée à l'identité. Donc, l'identité, c'est notre identité qui est notre être répété. Alors, pensez-y un instant vous-même. Pensez-vous à la personne que vous êtes. Comment vous êtes dans votre quotidien? Qui vous êtes? Comment vous êtes en relation avec les autres? Quels sont
les habitudes que vous avez dans votre vie de tous les jours. Pensez quelques secondes à qui est la personne que j'ai, moi, ici en face, dans les petites cases. Vous êtes fait d'habitude, nous sommes faits d'habitude, OK? Donc, parce que j'ai 3 personnes ici en face, en plus de moi, dans le petit carré, mais nous sommes faits d'une identité, d'un âge, d'une expérience, d'une profession, d'une langue que nous parlons, etc. Donc, notre identité, c'est notre être répété. Et changer une habitude demande de se percevoir différemment. Et laissez-moi vous raconter une anecdote qui est en fait tirée de l'expérience de vie de Moshe Feldenkrais, qui est quand même un des grands fondateurs, je dirais, de l'éducation somatique. Moshe Feldenkrais était donc un physicien, un expert en arts martiaux. Il s'est blessé au genou en jouant au foot dans les années de 1920. Puis, cette blessure s'est aggravée dans son travail, dans les services secrets de la marine britannique durant la Seconde Guerre mondiale. Il a glissé sur le pont d'un sous-marin et face à la perspective d'une intervention chirurgicale, si vous ne voulez pas se faire opérer, parce que c'était comme à 50-50. Donc, il a décidé plutôt d'investiguer, de voir, d'explorer des alternatives pour retrouver une mobilité sans douleur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en s'appuyant sur ses connaissances en physique, comme ingénieur, en judo, il a étudié toute la mécanique du système nerveux, du mouvement humain, comment est-ce qu'on peut se réorganiser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a constaté que les blessures, c'était en fait, d'une certaine façon, la façon dont lui se percevait, la façon dont c'était son identité, sa façon de bouger, a abouti d'une certaine façon à s'utiliser d'une certaine manière, et que cette façon de s'utiliser d'une certaine manière a abouti à des blessures. Donc, le fait de réaliser ça, de prendre conscience, de réfléchir et d'apprendre, a fait qu'il a changé sa façon de bouger et sa façon de se percevoir, et ça l'a d'une certaine façon aidé pour retrouver une mobilité qui était, je ne sais pas si on peut appeler ça guérie, parce que j'aime pas trop ce terme-là, mais réorganisée. Et de là est née toute sa méthode qui est évidemment, qui nous amène évidemment à découvrir toujours plus. Donc, pour voir un petit peu comment l'éducation somatique peut devenir une option, je vais vous inviter, on va faire une pratique. Une pratique, on va se mettre en mouvement, puis on va aborder les éléments de comment l'éducation somatique peut être un chemin de formation à travers notre expérience de mouvement. Ça vous va? Donc, je vais arrêter de partager pour le moment. Et voilà. Donc, si vous le voulez bien, je vais faire une petite pratique qui est ici d'une leçon de Moshe Feldenkrais, mais que j'ai raccourcie. Et on va commencer debout. Vous aurez à avoir besoin d'un tapis. On ira au sol. Et on va commencer debout et on finira debout. OK? Ça va? Je peux vous voir. Si vous voulez être vu, vous pouvez vous organiser avec votre écran. Ce n'est pas une obligation. Donc, vous avez un tapis. Vous allez pouvoir le retrouver dans quelques instants et vous êtes donc debout. Donc, je vous invite à vous mettre debout et choisissez de faire face à un endroit qui peut être une étagère, un mur, qui va vous donner un point de repère. Un point de repère qui est, imaginez donc que vous avez comme des faisceaux laser qui partent des yeux et qui arrivent vers ce point de repère-là. Donc, observez où votre regard arrive et mémorisez ce point où arrive vos faisceaux lumineux ou faisceaux laser vers le point que vous avez, ou vers les 2 points que vous avez fixés, qui sont face à vous. Puis, prenez quelques instants pour voir simplement comment vous êtes debout, puis comment vous êtes posé sur vos pieds, comment sont vos épaules, comment vous sentez debout, comment vous percevez debout.
comment est la personne que vous êtes debout. Puis, vous viendrez vous mettre sur le sol, sur le dos. Donc, vous allongez sur le dos. Je rappelle toujours ce qui est important, c'est que vous preniez soin de votre sécurité au niveau de votre dos. Donc, si jamais vous avez besoin de support sous les genoux, quand vous avez les jambes longues, permettez-vous d'avoir cette possibilité-là. Et prenez quelques instants pour être allongé, donc sur le sol, et de voir comment vous êtes sur le sol, comment vous déposez sur le sol, comment vous êtes la tête sur le sol, les épaules, le bassin, les jambes, les pieds, comment vous percevez votre poids du bassin sur le sol, comment ça respire, quel est votre confort, comment vous percevez le fait d'être allongé comme ça. Puis, lentement, vous allez plier vos 2 jambes, poser vos 2 pieds sur le sol. Les 2 pieds sont posés à plat sur le sol, les 2 genoux sont fléchis et lentement, vous allez croiser votre jambe droite par-dessus le genou gauche. Donc, vous croisez votre jambe droite par-dessus la gauche. Et observez comment vous avez croisé cette jambe-là et qu'est-ce que vous ressentez, le fait d'avoir cette jambe droite-là posée par-dessus la gauche? Est-ce que c'est confortable? Avez-vous l'impression, s'il y en a parmi vous, par exemple, qui se croisent les jambes quand vous êtes assis sur une chaise, avez-vous l'impression que c'est votre jambe préférée? Là, on vous invite à croiser la droite. Est-ce que c'est votre jambe préférée? C'est-à-dire votre jambe habituelle que vous croiseriez sans problème? Ou peut-être que ce n'est pas la jambe préférée? Puis très lentement, vous allez laisser vos 2 genoux se diriger tranquillement vers la droite. Et observez, faites des allers-retours, faites des répétitions et observez comment vous faites ce mouvement, comment les 2 genoux se dirigent lentement vers la droite et observez qu'est-ce qui se passe sous votre bassin, à quoi vous portez attention quand vous faites ce petit mouvement. D'amener vos genoux vers la droite et observez aussi c'est quoi votre habitude. Est-ce que vous faites ce mouvement rapidement? Est-ce que vous faites ce mouvement lentement? Est-ce que vous faites une grande amplitude? Autrement dit, est-ce que vous souhaitez, vous allez toucher le sol avec vos genoux ou bien vous faites un tout petit mouvement? C'est quoi votre habitude? Et vous revenez. Puis quand vous avez répété quelques fois le mouvement, vous décroisez vos jambes et vous gardez vos jambes pliées, les 2 pieds au sol. Puis lentement, vous allez ramener vos 2 mains l'une contre l'autre. Puis lentement, vous allez diriger vos 2 mains vers le plafond pour créer comme un triangle, la pointe du triangle étant les mains vers le plafond et la base du triangle étant vos épaules. Et là, très lentement, vous allez laisser le triangle se diriger vers la gauche. Et vous revenez. Et là encore, posez-vous la question, juste comment vous faites ce mouvement? Est-ce que les mains restent ensemble? Ou est-ce que vous avez tendance à plier votre coude? Qu'est-ce que vous faites? Et si vous pliez votre coude, pour quelle raison pliez-vous votre coude? Est-ce que vous pensez qu'en pliant votre coude, vous allez aller plus loin? Et en portant attention à ce que vous faites, pourriez-vous maintenant le faire différemment? Pourriez-vous, par exemple, garder les mains ensemble sans qu'elles glissent et garder les coudes allongés? Donc, quand vous allez vers la gauche, les 2 coudes restent allongés. Donc, peut-être que si vous avez les 2 coudes allongés, peut-être que vous allez avoir
quelque chose qui va se passer dans votre épaule. Peut-être que l'épaule droite va peut-être bouger de différemment si vous avez les coudes longs. OK? Et est-ce que vous êtes en train de forcer quand vous faites le mouvement? Est-ce que vous êtes en train de forcer? Ou est-ce que vous faites le mouvement avec des micro-mouvements? Vous allez à la découverte, vous allez explorer votre mouvement. C'est quoi votre habitude? Est-ce que c'est forcé? Est-ce que vous êtes dans le paradigme du no pain, no gain? Est-ce que vous allez loin dans le mouvement? Est-ce que vous voulez toucher vos bras au sol? Est-ce que le triangle va vers le sol? Portez attention à ce que vous faites et comment vous le faites. Si jamais vous sentez un inconfort, pouvez-vous diminuer l'amplitude et revenez au centre et relâchez vos bras. Allongez les jambes, reposez-vous un petit moment. Pour changer nos habitudes, c'est très important de respecter des moments aussi où on se repose. Parce qu'on est, quand on est en train de faire un mouvement ou une exploration et qu'on apprend à porter attention sur soi et qu'on apprend à varier nos mouvements, nos intentions, nos directions, notre rythme, notre cerveau est en mode d'apprentissage. Et déjà, il se passe à ce moment-là comme des changements dans nos habitudes. On a besoin de temps pour nous reposer. C'est pour ça qu'en éducation somatique, on a toujours des temps de repos pour nous reposer réellement, reposer notre système nerveux et aussi pour intégrer les apprentissages. Donc le repos, ça en fait partie. Ramenez vos 2 jambes fléchies et venez croiser le genou gauche sur le droit, votre jambe. Et là, posez-vous la question, c'est quelle jambe? Commencez par rapport au croisement de jambes. Est-ce que vous êtes avec votre côté préféré? Est-ce que c'est la jambe que vous préférez croiser? Ou est-ce que l'autre jambe que vous avez fait avant était celle où c'était plus facile? Et l'hypothèse, c'est que si c'était plus facile, c'est probablement une jambe que vous croisez de façon régulière, qui fait partie de vos habitudes. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut simplement dire que c'est intéressant de donner une chance à faire différemment le croisement de jambes. Donc là, vous avez la jambe gauche par-dessus la jambe droite et vous allez laisser doucement vos 2 genoux s'orienter, s'incliner vers la gauche et revenez. Vous faites des répétitions et vous revenez. Et là, vous observez comment se fait ce mouvement. Peut-être que c'est plus facile que tout à l'heure, peut-être que c'est moins facile que tout à l'heure. Et si c'est moins facile, est-ce que vous voulez absolument faire comme le premier côté? Ou est-ce que vous laissez une chance à ce côté d'explorer sa propre façon de faire? Ce que vous êtes en train de faire maintenant est un des ingrédients principaux de l'éducation somatique. Il s'agit de porter attention à nous-mêmes et de transformer certaines habitudes et de remettre en question des automatismes. Très bien. Laissez ça, décroisez vos jambes, puis venez à nouveau former un triangle avec vos mains. Puis, observez quand vous faites ce triangle. Est-ce que vos épaules sont soulevées du sol? Est-ce que vous pouvez porter attention à la façon dont vous faites ce triangle? Puis, doucement, vous allez amener votre triangle vers la droite. Et là, à nouveau aussi, observez. Est-ce que votre besoin de faire glisser vos mains ou de plier vos coudes est le même que de l'autre côté quand vous avez commencé? Est-ce que vous allez il y a toujours une image que j'utilise, est-ce que vous allez sur l'Everest avant d'être monté sur le Mont-Royal? Ça veut dire, est-ce que vous allez déjà très loin dans votre mouvement au détriment d'une certaine douceur et d'une certaine lenteur, qui sont des ingrédients fondamentaux en éducation somatique? Comment ça respire? Comment ça tourne? Qu'est-ce qui tourne?
Qu'est-ce qui bouge lorsque vous faites ce mouvement? Que fait le coude? Est-ce que le coude a tendance à se plier? Et puis, laissez cela. Relâchez les bras, relâchez les jambes et reposez-vous. Souvent, en éducation somatique, vous allez entendre cette notion de diminuer l'effort pour une meilleure organisation du mouvement. C'est la diminution de l'effort qui va permettre donc d'apprendre de la nouveauté. Et encore une fois, quand vous portez attention à la façon dont vous bougez, c'est pas de dire ce que vous faites est mauvais, c'est juste de voir est-ce qu'il y a d'autres options pour faire différemment. Et c'est en explorant avec douceur des variations que vous allez découvrir d'autres possibilités qui va venir enrichir votre vocabulaire de mouvement. Ramenez les 2 jambes fléchies, posez les 2 pieds à plat sur le sol et venez croiser à nouveau votre jambe gauche par-dessus la droite. Est-ce que c'est un peu plus facile de croiser la jambe? Est-ce que c'est la même chose? Portez attention à ce que vous faites. Puis amenez à nouveau le triangle vers le plafond. Et alors que vous allez amener votre triangle vers la droite, vous allez laisser les genoux aller vers la gauche. Et vous revenez. Et vous faites des allers-retours. Comment êtes-vous en train de faire ce mouvement? Qu'est-ce qui est en train de bouger à l'intérieur de vous? Est-ce que le coude continue à se plier? Est-ce que quand vous allez vers la droite, votre coude droit se plie? C'est quoi le bénéfice secondaire pour vous de plier votre coude? L'idée, encore une fois, c'est porter attention à ce que vous faites et comment vous le faites et voir que c'est pas le fait de plier le coude qui est le problème. C'est voir, tiens, si je ne plie pas mon coude, qu'est-ce qui va changer en moi? Est-ce que je respire? Est-ce que donc les genoux vont vers la gauche et le triangle va vers la droite et observez ce que vous faites avec vos coudes. OK? Pouvez-vous porter attention à ce que vous faites avec vos coudes? Je vois des coudes qui se plient, par exemple. C'est intéressant à observer. Est-ce que pouvez porter attention à vos coudes tout en étant dans le mouvement et de voir, tiens, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Puis, relâchez le mouvement, dépliez vos jambes, relâchez, ramenez les bras le long de vous, allongez les jambes. Prenez une petite pause. Feldenkrais disait bien qu'il ne s'agissait pas de changer ses habitudes. On est là comme on est. Nos habitudes, on a vu, elles sont profondément ancrées à travers les années dans qui on est. Donc, il ne s'agit pas de nous faire violence pour changer nos habitudes. Il s'agit plutôt de changer la façon dont on fait ce qu'on fait. Ramenez vos 2 jambes fléchies, puis croisez votre genou, droit par-dessus le gauche. Ramenez votre triangle et amenez vos genoux vers la droite et votre triangle vers la gauche. Et revenez, faites des allers-retours. Et quand vous l'avez répété quelques fois, observez est-ce que c'est plus facile? Est-ce
que vous avez réduit l'amplitude ou est-ce que vous êtes toujours avec la même amplitude? Est-ce que vous avez réduit le rythme ou est-ce que vous pouvez jouer avec des rythmes différents et vous vous reposez. Vous défaites tout ça, défaites les genoux, défaites les bras, posez-les le long de vous et voyez comment vous êtes sur le sol maintenant. Observez comment vous êtes sur le sol. Observez comment ça respire. Est-ce que vous vous sentez différente sur le sol? Ramenez les jambes fléchies. Posez les deux pieds à plat sur le sol. Venez mettre votre genou droit par-dessus le genou gauche. Et croisez vos doigts pour venir les mettre derrière la tête. Croisez vos doigts. Et ce qui est intéressant, c'est de vous poser la question, avez-vous porté attention à comment vous croisez vos doigts? Probablement non. La façon dont vous avez croisé vos doigts est certainement en fonction d'une... C'est facile, on n'y pense pas, on croise les doigts sans y penser, et c'est bien correct comme ça. Ramenez vos coudes vers les oreilles. Ramenez vos genoux vers la droite. Gardez vos genoux vers la droite, restez comme ça et lentement ramenez vos coudes en direction de votre nombril. Et vous reposez. Et observez comment vous faites ce mouvement. Est-ce que ce mouvement, vous le faites avec l'habitude du gym où on fait des crunchs, on fait des abdominaux? Ou est-ce que vous pouvez porter attention à la façon dont vous pouvez le faire d'une autre façon? Autrement dit, portez attention à chaque vertèbre. Les mains restent derrière la tête. Les mains restent derrière la tête, OK? Les coudes sont aux oreilles et nos coudes ramènent notre tête. Pas besoin d'être haut, encore une fois. Il ne s'agit pas de forcer sur vous, mais de ramener les coudes vers le nombril et observer comment le mouvement se fait et on redescend la tête et on fait des allers-retours. Portez attention à comment vous faites cela. Puis, décroisez vos doigts et croisez-les d'une façon inhabituelle. Comment vous allez faire ça? Vous croisez vos doigts de façon inhabituelle. Est-ce que ça va être le pouce qui va être par-dessus? Comment vous allez croiser vos doigts? Probablement que quand vous allez croiser vos doigts de façon inhabituelle, peut-être que vous allez être obligé de chercher un peu. Cherchez un petit peu comment les croiser, comment mettre vos doigts. Puis, vous avez les doigts croisés de façon inhabituelle derrière la tête et prenez quelques instants juste pour sentir et ressentir c'est comment d'avoir des doigts croisés de façon inhabituelle. Est-ce que la sensation est différente? Puis ramenez ses coudes aux oreilles, puis le genou droit par-dessus le gauche. Ramenez les genoux vers la droite et ramenez à nouveau coude, tête dans la direction du nombril et aller-retour. Et observez comment le mouvement se fait avec un croisement de doigts inhabituel. Est-ce que vous respirez? Ou est-ce que vous êtes juste dans le minimum vital pour ne pas mourir? C'est quoi vos habitudes par rapport à votre respiration? Évidemment, on pourrait remplir un atelier de plusieurs jours sur les habitudes. Et relâchez les bras, relâchez les jambes, reposez-vous. Et observez comment vous vous sentez sur le sol.
Ramenez les deux jambes fléchies. Croisez la jambe gauche par-dessus la droite. Là encore, prenez le temps de ressentir c'est quoi de changer de côté de jambe. Est-ce que c'est le côté plus facile, moins facile? Croisez vos mains de façon habituelle derrière la tête. Amenez vos genoux vers la gauche. Lentement, ramenez les coudes vers les oreilles et venez, d'une certaine façon, orienter vos coudes et votre tête en direction du nombril, puis redescendre. Et observez comment vous faites le mouvement. Est-ce que c'est différent quand vous avez les genoux orientés vers la gauche, quand c'était vers la droite? Pour pouvoir ressentir ça, vous êtes obligé d'utiliser l'ingrédient le plus essentiel en éducation somatique et de porter attention à ce que vous faites et de porter attention à comment vous le faites. Et parce que vous portez attention à ce que vous faites et comment vous le faites, vous pouvez amener des variations et amener des changements. Et ces changements vont être faits en douceur, en lenteur, et vont ensuite pouvoir se transférer. Parce qu'ici, on est dans un laboratoire. On est dans un laboratoire, on explore des variétés de mouvements, des variétés de rythmes, des variétés d'amplitude, qui ensuite vont nous servir à l'extérieur pour être utilisés dans notre vie quotidienne. Puis changez le croisement de vos doigts. Mettez vos doigts, croisez vos doigts de façon inhabituelle. Puis, lentement, à nouveau, vous amenez vos coudes aux oreilles, vous amenez vos genoux toujours vers la gauche et vous amenez coudes et tête en direction de nombril et vous voyez comment ça se passe quand on fait ce mouvement avec un croisement inhabituel. Et qu'est-ce qu'on fait quand on propose des croisements inhabituels? C'est simplement pour se rendre compte que c'est important d'augmenter la tension et de proposer des variétés, de la variété de mouvements pour enrichir. Rappelez-vous, quand on regarde, comment, se passe la plasticité de notre cerveau, pour enrichir notre plasticité et pour augmenter la qualité j'ai le mot en anglais qui est le firing, mais, qui est la transmission entre les différents neurones. Et quand vous l'avez fait plusieurs fois, allongez les jambes, relâchez, reposez-vous et prenez un petit instant juste pour être sur le sol et observer. Est-ce que la façon dont vous êtes sur le sol a changé par rapport au début de l'expérience? Est-ce que vous sentez une différence dans la longueur, dans la largeur, dans le poids, dans votre relation au tapis, à la pesanteur, dans votre relation à l'espace autour de vous, dans votre respiration? Peut-être tout ça, peut-être rien de tout ça. Là encore, il y a rien à accomplir. Ce qui nous intéresse ici, c'est le processus d'apprentissage et non pas un but particulier à obtenir. Et lentement, vous allez passer sur le côté de votre choix, qui est évidemment le côté probablement proche de vos habitudes. Vous passez sur le côté de votre choix et lentement, vous allez venir vous asseoir et lentement, vous allez venir vous mettre debout. Et quand vous allez vous mettre debout, vous allez vous replacer dans la même direction que vous aviez quand vous avez commencé. Et vous prenez quelques instants en fermant les yeux de voir comment vous êtes debout sur vos pieds, comment vous percevez vos appuis, comment vous percevez votre espace intérieur, votre respiration, comment vous percevez votre posture maintenant. Et quand vous êtes prête ou prêt, vous ouvrez les yeux et vous observez quelle est la direction de vos rayons laser. Où est-ce qu'ils se dirigent vos rayons laser à partir des yeux? Est-ce qu'ils se dirigent
plus haut, plus bas, la même hauteur. Observez. Fort de cette observation, vous allez faire quelques pas dans votre pièce et on va venir se remettre assis pour terminer ensemble notre exploration du paradoxe des habitudes. Pouvez-vous me montrer, lever les pouces, ceux ou celles qui ont eu une différence dans la hauteur de vos rayons laser? OK, OK, bien, merci. Alors, heu, il n'y a pas d'obligation, hein, il y a pas d'obligation dans ce genre d'exploration, hein. C'est pas tout le monde qui ressent la même chose, fort heureusement. Alors, dans le pour continuer par rapport à la est-ce que c'est difficile de changer une habitude? Eh bien, dans le changement d'habitude, si je reprends, ici mon petit, PowerPoint là, ici, c'est pas grave, je vais pas le faire avec le PowerPoint, je vais vous le dire comme ça. Il y a un élément très important qui est très, très important lorsqu'on parle de vieillissement, c'est que changer des habitudes peut provoquer, peut devenir un agent stresseur important. Et c'est ça qui va faire que c'est difficile de changer une habitude. Pourquoi? Parce que si on prend les travaux de Sonia Lupien, par exemple, sur le ciné, ce qu'elle dit, c'est qu'à partir du moment où on a peur de perdre le contrôle, la peur de l'imprévisibilité, la peur de la nouveauté, la peur de perdre l'estime de soi, souvent, lorsqu'on vieillit, c'est souvent tout ça à la fois. Pensez-y pour vous-même ou pour nous-mêmes, on peut y penser, c'est que l'imprévisibilité et la nouveauté sont souvent des sources de stress. Et le changement d'habitude implique une période de moindre efficacité. Et lorsqu'on est moins efficace, ça fait peur. Et lorsqu'on ça fait peur, on a peur de perdre le contrôle et cette période de transition, on est moins efficace. Ça arrive dans nos leçons des fois, quand on se remet debout, on n'est plus trop sûr de notre équilibre. On est plus, on se sent un petit peu dans un entre-deux. Et des fois, ça peut rendre inconfortable aussi longtemps qu'on ne sait pas que ça fait partie du processus et que c'est normal et que c'est une transition par laquelle il est nécessaire de passer. Parce qu'on a un réapprentissage, on a une réorganisation de nos patrons moteurs qui font que le changement et le changement d'habitude peut se faire. Mais la perte de repères et d'inconfort liée à l'apprentissage d'un nouveau comportement va activer le cortisol, il faut le savoir, va activer les hormones de stress. Et plus l'habitude est ancrée, plus la transition vers un nouveau monde de fonctionnement est perçue comme déstabilisante. Et le cerveau perçoit le changement comme une menace. Donc ça, c'est important de le garder en mémoire, mais à ce moment-là intervient justement la façon, donc des stratégies qu'on utilise nous, en fait, en éducation somatique, sont des stratégies qui sont porter attention, c'est ce qu'on a fait. Je vous ai souvent demandé de porter attention à ce que vous faites. La lenteur, c'est important d'intégrer la lenteur. Ça ne veut pas dire qu'on va être lent toute sa vie, mais c'est sûr que quand on vieillit, on ralentit. Donc la lenteur est très importante, mais plus on va aller explorer la lenteur, plus ensuite, en dehors du laboratoire, on peut voir que des fois, on peut marcher plus rapidement qu'on le faisait avant, on peut faire des mouvements plus rapides, ça ne nous condamne pas à la lenteur. Mais l'exploration et changer des habitudes et explorer des nouveaux mouvements nécessite de la lenteur. C'est pour ça que souvent dans nos cours, la lenteur fait partie d'une des stratégies fondamentales. La douceur. On n'est pas dans un paradigme du no pain, no gain. On est dans un autre paradigme qui est, je dois mettre de la douceur, de la lenteur. Et observez-vous dans la routine qu'on a faite, certains d'entre vous sont allés plus vite, d'autres sont allés avec plus de force. Il n'y a rien de mal là-dedans, c'est juste d'observer c'est quoi que je fais, c'est comment je le fais, est-ce que je peux le faire autrement, est-ce que ça me sert d'aller vite, est-ce que ça me sert
Est-ce que ça me dessert d'aller vite? Est-ce que ça me sert de faire fort? Est-ce que ça me dessert? Pour ce qui est de la réorganisation du système nerveux, la stratégie nécessaire, c'est de ralentir, mettre de la douceur et développer le sens de la curiosité quand on explore des mouvements. Tout à l'heure, on a exploré la droite, la gauche, croiser comme ci, croiser comme ça, pencher comme ci, les mains croisées d'une certaine façon, changer les croisements des mains. Donc, on a exploré toute une diversité d'expériences, okay, qui amène la variation et qui développe le sens de la curiosité qu'on doit garder jusqu'à la fin de notre vie. Puis évidemment, on ne l'a pas utilisé tellement aujourd'hui, mais le pouvoir de l'imagination est aussi très présent lorsqu'on enseigne l'éducation somatique et peut-être plus précisément dans la méthode Feldenkrais. Donc, apprendre à percevoir des mouvements vécus de l'intérieur plutôt que d'imiter des modèles extérieurs. Vous avez pu observer dans tes portes ouvertes, mais ceux qui pratiquent, j'ai des collègues ici, qu'on n'est pas là à avoir un modèle extérieur qui vous montre comment faire. J'ai rien contre. Dans certaines approches, c'est des fois nécessaire, mais l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réapprendre à ressentir de l'intérieur nos besoins, nos limitations, et donc que ce soit pas quelqu'un de l'extérieur qui vienne nous le dire. Donc ça, c'est un apprentissage qui prend du temps, et c'est aussi de redonner les notes de noblesse aux limitations. Ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais c'est comme de dire, ben, nos limitations, elles ont du sens, elles sont là, et au lieu de vouloir les pousser, de vouloir faire comme ils étaient, comme si c'était pas là ou comme c'était avant, c'est de construire à partir des limitations. Si par exemple j'ai une limitation dans une épaule, eh bien je vais aller voir comment je bouge mes côtes, comment je peux bouger mon bassin. Et si je veux allonger mon bras, que j'ai du mal à allonger mon bras, peut-être que je n'allonge pas mon bras, mais peut-être que je peux baisser, je peux me plier en dessous, donc mon bras va bouger en dessous. Donc il y a toutes sortes de stratégies qui vont être utilisées, qui vont utiliser la limitation comme un tremplin d'apprentissage et qui, au bout d'un certain temps, vont augmenter le vocabulaire de mouvement et qui va donner un sens de liberté et une transformation durable. Et c'est ça surtout qu'on veut, c'est une transformation durable. Et là, il n'y a pas de date limite. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de date de péremption. OK? Donc, la parole est à vous si vous voulez me donner quelques commentaires ou des questions. Ça me fera plaisir d'y répondre. C'était ça, mon objectif avec vous, c'était je dirais peut-être en conclusion, je dirais que peut-être, je rappellerai que changer une habitude, c'est vraiment un processus qui touche la neuroplasticité, l'identité, la gestion du stress et modifier une petite action répétée dans le temps permet vraiment de transformer notre identité, de recréer de nouvelles connexions neuronales. Pour moi, mon plus grand pourboire, entre guillemets, c'est de voir des personnes qui ne pensaient plus possible de bouger d'une certaine façon, de voir qu'ils retrouvent une certaine amplitude, une certaine liberté de mouvement. Et pour moi, c'est un bonheur réel de pouvoir les accompagner parce que souvent, on voit dans une société agiste, cette société agiste considère qu'on vieillit, donc on est vieux. Puis si on est vieux, ben c'est normal qu'on ne bouge plus de la même façon, oui, mais jusqu'à quel point ça ne nous enferme pas dans des mécanismes qui vont nous faire rétrécir. Donc, c'était ça mon objectif, c'est que l'idée du paradoxe, c'est de voir comment on peut naviguer entre stabilité et adaptabilité, entre sentiment de sécurité et une prise de risque calculée, pour continuer à cheminer avec vitalité, curiosité, plaisir, grâce, et puis le plus longtemps possible. Je m'arrête, je vous écoute maintenant.